La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Nicole Gamache, intervenante psychosociale à la Maison Albatros. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre tête-à-tête que vous offre La tête dans les nuances. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre et on va à la rencontre de Madame Nicole Gamache. Madame Gamache, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Quand je commence ma recherche, avant de recevoir un invité, je sais trouver le maximum, mais souvent, le curriculum vitae, ça donne déjà une piste. Dans votre cas, ça en a donné plusieurs. Alors, j'avoue que je ne savais pas trop par quoi commencer. Alors, je vais commencer par un truc qui a retenu mon attention, puis on va développer. Vous avez été appelé à être témoin expert pour la Cour supérieure en réalisant des enquêtes psychosociales. Vous offrez également un soutien psychosocial à des proches aidants et à des personnes endeuillées. Donc là, ça fait déjà 2 fois que je dis le mot psychosocial. On le dit fréquemment, on le lit fréquemment, mais bien peu de personnes, y compris moi, sont capables de le définir. Alors, c'est quoi ça, un support psychosocial? Psychosocial. En fait, vous avez déjà 2 mots. Hein? Je me disais. Et ça implique un accompagnement. Alors, c'est un intervenant psychosocial. C'est une personne, dans le fond, qui a des connaissances au niveau psychologique, au niveau social, au niveau affectif. Alors, c'est une panoplie d'aspects qui influencent notre intervention. Alors, quand on rencontre une personne, c'est qu'on a un intérêt basé sur des connaissances dans ces champs, ces divers champs-là. Alors, dans cette optique-là, c'est du soutien qu'on offre, c'est une aide, c'est une écoute, c'est des approches qu'on peut suggérer, des stratégies d'action, aider quelqu'un à mieux comprendre son adaptation. En fait, ça ouvre sur des sphères au niveau du fonctionnement. Si je peux me permettre de préciser ma question, peut-être. Oui. J'avais pas trop de difficultés avec le côté psycho. Oui. En me disant, il y a une approche psychologique là, où on va comprendre l'être humain qui est en face de nous. Oui. J'avais plus de difficultés à définir le social. Est-ce que c'est la personne avec qui j'interviens dans son milieu social à lui? Est-ce que c'est la société en général? C'est quoi la particularité du social? Je pense que vous avez nommé 2 dimensions importantes. Hein, c'est une personne et une adaptation à son milieu, une adaptation à son environnement. Alors, exemple, j'ai fait beaucoup d'interventions en milieu familial où il était question, dans le fond, du fonctionnement de la cellule et puis du fonctionnement de chaque individu à l'intérieur même de la cellule. J'ai eu des actions aussi avec des clientèles où les comportements sociaux étaient problématiques. Alors, à ce moment-là, ce qui était question, puis ce qui était au centre des entretiens, c'est les aspects du fonctionnement social qui étaient en difficulté, qui étaient non conformes à des règles sociales. Alors, c'est ce que je pourrais vous dire par rapport aux 2 aspects. C'est déjà plus clair. Oui. Pour moi et probablement pour tout le monde qui écoute. Dans votre parcours, je vous ai aussi retrouvé, à un certain moment donné, chargé de cours au Cégep Trois-Rivières, dans le programme d'assistance sociale. Oui. Je disais, assistance sociale, mais la psycho est disparue, ou n'était pas apparue, ou peu importe, mais la psycho est-elle évacuée de ce programme d'assistance sociale? Parce qu'il me semble que ça demande les mêmes qualités. Je vous dirais que le programme offre différents cours, dont il y a des composantes, probablement. Je n'ai pas parcouru tout le programme en technique d'assistance sociale, mais sûrement, c'est ça, c'est que moi, je donnais une formation plus sur la notion de groupe à ce moment-là, intervenir en situation de groupe. J'ai fait ça pendant un semestre, en fait. Puis c'était suite à une expérience à la Cour supérieure, ce que j'avais vécu.
Bon, bien là, je commence à faire des liens dans ma tête parce que dans votre curriculum vitae, au niveau formation académique, Oui, il y a aussi des études de baccalauréat en génagogie. oui, Un programme de l'UQTR qui a laissé place à un nouveau qui est devenu communication sociale. exact, exact. Mais la génagogie, c'était vraiment un programme axé sur la dynamique des groupes, Oui, d'où probablement le lien, parce que là, je me disais, intervenant psychosocial, génagogie, il y a eu il y a eu des chemins entre les deux, il y c'est a eu sûr, des là. chemins parce qu'entre-temps, en fait, bien, mes premières études ont été au niveau d'un bac en génagogie. Par la suite, ça m'a amené dans ma carrière à une implication autre qui avait plus une dimension sociale. Mhm. Vous avez pu voir là, que j'avais mis sur pied dans mes tout débuts là, un centre d'action bénévole à Drummondville. De cette fonction-là en est découlé une organisation au niveau de la popote roulante, un foyer de groupe. Alors, ça m'a amené dans des activités comme ça qui m'ont mis en lien avec des professionnels du milieu social, c'est-à-dire à l'époque, on appelait ça les CSS, qui étaient les services sociaux. Puis, il y avait un programme qui me permettait, dans le fond, d'avoir des actions avec eux. J'ai finalement intégré ce milieu-là par une voie où il y avait des actions communautaires qui étaient privilégiées à l'intérieur même des centres jeunesse à l'époque, des services sociaux, il ne faut pas confondre, même si les titres ont changé en cours de route. Et partant de là, finalement, moi, j'avais un intérêt plus au niveau de l'aide, au niveau des familles en difficulté. J'ai eu encore une opportunité. Vous allez voir que j'ai eu des opportunités au cours Vous de ma répondez carrière. présente. Bien, je sais pas que j'aime le changement, mais je suis quelqu'un qui aime relever des défis. Je suis quelqu'un qui a des intérêts diversifiés, puis qui aime apprendre dans des domaines différents. Alors, de cet intérêt-là, j'ai finalement obtenu un poste plus au niveau d'une intervention sociale dans l'aide à la famille. Et puis, de là, après, j'ai eu d'autres opportunités où j'ai été une clinicienne, où j'ai eu un rôle décisionnel par la suite au niveau d'orientation dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse. On va y revenir parce que Oui. on sillonne beaucoup avec vous. C'est merveilleux. Oui. C'est comme les ruisseaux du Grand J'ai un Canyon qui parcours. tracent des paysages absolument fabuleux. Mais ce qui ne semble à bord semble être un parcours qui va de gauche à droite. C'est aussi ancré dans des fidélités. Ce groupe de bénévolat que vous avez mis sur pied à Drummondville, vous y êtes depuis 50 ans. Ai-je lu? Peut-être un peu plus maintenant. Y êtes-vous encore? Non, je ne suis plus là. Bien, c'est-à-dire que dans la structure, ma carrière, moi, principalement, je l'ai fait au centre jeunesse, en débutant dans les CSS. Et puis, dans le fond, j'ai toujours été, tout au long de ma carrière, dans une fonction de relation d'aide au niveau familial, au niveau individuel aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'interventions avec des jeunes, des enfants, une clientèle adolescente, des parents, clientèle adulte. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous dites, moi, j'ai retourné à l'université pour aller chercher aussi un bagage en psychologie? Exactement. Parce que j'aurais besoin peut-être d'un outil supplémentaire dans mes interventions. Oui. C'est là que ça se passe? Je voulais m'habiliter davantage au niveau de la connaissance en psychologie parce que j'avais aussi comme vue d'occuper une autre fonction qui était par la suite une fonction de réviseur. Le réviseur, c'est un titre à l'intérieur même de la loi qui accorde à ce personnage-là le pouvoir d'orienter, de prendre les décisions dans les dossiers de la direction de la protection de la jeunesse. Alors, vous savez sûrement là, que la clientèle à la protection de la jeunesse est une clientèle avec des problématiques multiples, des problématiques complexes, où la dimension du développement, du fonctionnement de la personne sont au cœur, dans le fond, du traitement des situations. Alors, oui, j'ai à ce moment-là pris une seconde fois le cours de l'université. Et ça devient très intéressant parce que je me demandais,
comment on devient une intervenante avec ces jeunes, par exemple, sans devenir leurs parents, sans se substituer à l'entourage, mais en ayant quand même cette sensibilité qui n'est pas, c'est pas un emploi d'administration, là. Non. Il y a de la paperasse à remplir, probablement trop, là, comme ailleurs. Mais le cœur de votre travail est affectif à quelque part. Ah, bien sûr, par exemple. Il est relationnel. Oui, c'est peut-être un mot plus juste. Hein, Hein? je pense que la nuance que je fais, dans le fond, c'est que lorsqu'on est en intervention, comme intervenante, on se doit de garder ce qu'on appelle une juste distance entre la clientèle et nous. Alors, à ce moment-là, on travaille avec plus une notion d'être empathique à ce qui se vit, mais dans un rôle d'intervenant aussi, on a d'un type d'encadrement, surtout lorsqu'on travaille en contexte légal avec la loi de la protection de la jeunesse. Alors, on travaille sur une loi qui est balisée, pour laquelle chacune des problématiques aussi nécessite une expertise particulière pour en arriver à dégager des conclusions, puis à orienter dans un plan d'intervention la suite de l'intervention. Et on s'entend qu'on a entendu à peu près toutes les histoires d'horreur possibles concernant la DPJ, dont on peut difficilement évaluer la véracité si on n'a pas les deux pieds dans le milieu. Comment on fait pour vivre au quotidien avec des gens qui souffrent fondamentalement et pas ramener le travail à la maison? Les capacités personnelles, entre autres, je pense. Hein, c'est pas tout le monde, je pense, qui sont faites ou préparées pour travailler avec ce niveau d'exigence-là. Une clientèle qui est souvent et non collaborante aussi. Des problématiques très sévères par moment, de la détresse, de la violence, de la négligence grave. Mais je vous dirais que c'est... moi, j'ai cette aisance-là. Je peux me permettre de dire ça. Et puis, c'est nécessaire. Et ça vient de votre personnalité, là? Oui. Il n'y a pas un cours universitaire qui vous a préparé à ça? Non. Là. Je pense que c'est des aptitudes. Tu sais, on va apprendre des notions théoriques, mais comme personne, ce que ça exige, c'est d'être entière au moment de l'intervention, mais d'avoir aussi la capacité. J'ajouterais, peut-être pour compléter mon idée, mon moteur à moi dans l'intervention, la protection de la jeunesse, puis ce qui m'a aidé dans l'exécution de mes fonctions, de prendre des décisions, souvent c'est importante, c'est une grande conscience de mon rôle de protection dans l'intérêt de l'enfant. Alors, pour moi, j'avais un focus. Alors, je m'appuyais sur ça. Je me demandais d'être rigoureuse dans les éléments, dans la cueillette d'informations, dans ma compréhension de la dynamique familiale, de la sévérité de la problématique sociale, de la non-disponibilité des parents à apporter les correctifs qui étaient nécessaires, qui leur avaient été signifiés, donc qui étaient attendus. Mais le cœur de l'action, dans le fond, à la protection de la jeunesse, c'est la fibre du meilleur intérêt de l'enfant, de la protection de l'enfant. Puis on vit dans une société où l'enfant est très souvent malmené par toutes les problématiques sociales qui affectent ses parents, sa famille, puis par ricochet, lui. Alors, c'était ma motivation profonde par rapport à ce qui sous-tendait mon action. Et je vous écoute depuis tantôt et je m'imaginais rentrer au travail à votre place. C'est juste une imagination, ça n'arrivera pas. Je me disais, comment on fait pour prendre son souffle alors que tout dans la journée semble être problématique à résoudre? Est-ce qu'il y a, dans ce travail-là, des moments de réjouissance où on fait « Ah, c'est merveilleux ce qui vient de se passer aujourd'hui ». Il y a des bons coups. Je vais vous dire, exemple, autant j'ai eu à prendre des décisions, un exemple, de retirer des enfants, de prendre la décision de faire adopter un enfant. J'ai eu aussi le bonheur d'aller porter un enfant à des parents qui étaient des futurs adoptants.
Alors, il y a des facettes dans le rôle du DPJ parce qu'il y a plusieurs aspects au rôle. Alors oui, il y a des gratifications dans certaines interventions, puis il y a un plaisir aussi dans l'accompagnement d'un enfant à voir qu'on lui permet, par des décisions, un mieux-être dans un milieu autre que le sien, ou bien encore, on en arrive à outiller suffisamment un parent pour être capable d'offrir à son enfant ce dont il a besoin pour un sain développement. Alors, souvent, la conception publique de la protection de la jeunesse, c'est des interdits, c'est un contrôle et tout ça, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais le rôle est beaucoup plus que ça. Parce que oui, on applique une loi, mais on oublie très souvent l'importance de la protection des enfants. Comme on oublie aussi, puis c'est une autre chose que je déplore, d'accompagner les parents dans leur rôle de parents, dans leur connaissance des besoins d'un enfant. Ça, à mon sens, à moi, la politique, le social, devrait davantage mettre de l'emphase sur ça. Bien, merci d'abord pour toutes ces années de service et merci surtout de nous faire voir qu'il y a des moments de lumière dans cette DPJ qu'on ne connaît pas vraiment si on a juste un regard extérieur et que, évidemment, on nous ramène des mauvaises nouvelles, mais jamais les étincelles qui surgissent. Exactement. Ça fait beaucoup de bien. L'importance. C'est derrière vous maintenant parce que vous avez pris la retraite, mais vous n'êtes pas à rien faire, loin de là. Et vous êtes de plus en plus, je dirais, proche aidante des proches aidants parce que vous les accompagnez de toutes sortes de façons. Et je voulais avoir un mot sur le choix d'aller vers la proche aidance. Je pense que vous l'avez vécu dans votre famille très près. Et souvent, les proches aidants ne savent même pas qu'ils sont des proches aidants parce que c'est la famille. Parce qu'on dit, bien là, c'est ma mère, c'est mon père, c'est un proche. Et on n'a pas l'impression d'être en train de s'épuiser à offrir des services parce qu'il y a une forme de devoir ou de reconnaissance. Quelle est votre vision de la proche aidance? Est-ce qu'on le sait qu'on est proche aidant? Quand est-ce qu'on découvre que là, je suis juste la fille de ma mère ou le fils de mon père, je suis proche aidant? Les rôles viennent de s'inverser. Je vous dirais qu'au tout début de l'implication, c'est comme ça va de soi. Exact. Il y a un lien, puis il y a une reconnaissance par rapport aux parents qui a pris soin de nous. Alors, on s'est inscrit comme tout naturellement dans cette direction-là. Je vous dirais que c'est quand le parcours s'alourdit davantage que la notion de proche aidance est plus présente à l'esprit. En tout cas, dans mon cas, c'était comme ça. Puis je regarde au niveau de mes proches dans la famille, ça a été aussi ça. Par contre, on n'est pas conscient avant de toutes les facettes qu'on va devoir exercer, puis la méconnaissance souvent aussi des appuis qu'on pourrait obtenir des différents services. On fait ça souvent de façon isolée, avec bon cœur, en découvrant au fur et à mesure des obstacles, puis en même temps quelques ressources. Alors, je trouve que d'informer davantage la population sur tout ce qui est existant en termes de support pour des proches aidants, c'est un gros atout pour faciliter ce rôle-là. On dit souvent passer de la théorie à la pratique. J'ai l'impression que dans votre cas, c'est l'inverse. Oui. Il y a eu d'abord la pratique que vous avez théorisée par la suite, et si bien que vous en avez fait un certain nombre de formations. Oui. Dans les formations que vous avez développées, qu'est-ce que vous avez voulu y inclure que vous n'aviez pas trouvé au moment où vous étiez les deux pieds dans la pratique? Je vous dirais, moi, j'ai accordé une importance à la motivation initiale. J'avais des thématiques à développer lorsque j'étais avec Albatros, parce que c'est dans leur mandat que j'ai fait ces choses-là. Je me suis appuyée sur connaître c'est quoi notre motivation. Puis,
ça a l'air simple comme ça, hein, mais à partir du moment où on identifie ce qui nous motive, c'est aussi, ça nous aide à comprendre jusqu'où notre engagement peut aller, jusqu'où la qualité de notre présence peut se faire, peut se jouer sur la continuité aussi, la persévérance dans le rôle. Alors ça, c'est une thématique que je trouvais importante. J'ai traité de l'aspect de la communication, comment exprimer, mais comment écouter, l'importance de l'écoute autant que de l'expression, la qualité de la communication. Alors, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Puis le prendre soin, l'importance du prendre soin. L'importance pour un proche aidant aussi d'être vigilant, pour ne pas s'épuiser. D'avoir une vigilance aussi pour se nourrir d'autres choses. Hein? Aller se réénergiser, s'accorder des temps de pause, parler de la culpabilité, comment s'occuper de soi sans... comment créer la limite, parce que ça peut être... Juste s'accorder ce moment de pause sans culpabilité, Exact. c'est quelque chose. Parce qu'on sait comment, dans le fond, une personne souffrante, une personne malade, en grand besoin, peut être très envahissante, culpabilisante pour soi. Alors, c'est de trouver un équilibre dans ça. Alors, je vous dirais que dans la formation, c'est des éléments comme ça que j'ai abordés. Ça a l'air tellement simple quand vous le dites. J'ai aussi trouvé un autre... Vous avez donné une formation à l'AREC, qui est le mouvement des retraités de la CSQ, dont le titre était « Bien vieillir ». Et vous m'amenez loin, là. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que dans la table ronde qu'on a fait, dans l'entretien, on parle de proche aidance, on parle de situations problématiques à quelque part. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien pour quelqu'un. Mais bien vieillir, ça pourrait être un art, j'imagine. Alors, je me disais, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation-là? Je me sentais directement concerné. C'est quoi le secret pour bien vieillir? Il y a plusieurs aspects, dans le fond, dans on le les bien... prend tous. Il y a plusieurs aspects dans le bien vieillir. Là, vous m'amenez loin en arrière. Oui, parce mais que je suis sûr que votre mémoire est bonne. J'avais monté cette formation-là, en fait, à la demande de l'AREC. Et puis, j'ai élaboré le contenu. Je l'ai présenté aux personnes plus en décisionnel ou dans des postes plus avec un rôle d'influence. Mais ça s'est limité là, finalement. Ça ne s'est pas étendu. Je trouve ça bien dommage. Fait que je me permets de le dire parce que je trouve encore qu'on a besoin de réfléchir à ça. Le vieillissement, comment bien vieillir? Comment... Tu sais, la notion dans le bien vieillir aussi, c'est comment je vis dans un maintien d'équilibre, un maintien d'une forme physique, un maintien d'une santé mentale. La qualité de l'alimentation, ça couvre bien des sphères. Hein? Et la notion de l'importance du réseau social aussi. Être en lien avec des gens pour ne pas s'isoler, éviter l'isolement, continuer une participation sociale, demeurer actif. Alors, c'était de tout ça qui était question dans la formation que j'ai donnée. En supposant que la deuxième formation ne vienne pas, est-ce que Nicole Gamache, à l'écrit, c'est possible? Oui. Un bouquin qui nous parlerait de ça? Oui. Je peux retenir l'idée. Je la trouve intéressante. J'ai gardé mon matériel. Voilà, elle est lancée. Le reste ne m'appartient plus. Je le retiens. Je suis allé aussi visiter votre site Facebook, où vous vous présentez comme thérapeute, comme coach de vie, comme professionnel en relation d'aide. Je dirais que cette dernière version, on la connaît probablement un peu plus pour en avoir parlé dans la table ronde, mais je fais... C'est quoi la différence entre un thérapeute, un coach de vie? Quand est-ce que je sais que j'ai besoin de vos services? C'est quand est-ce que je vous appelle pour avoir un coach de vie ou un thérapeute? Je vous dirais que ça pour moi, c'est pas le même type de travail. Puis c'est pas le même niveau de besoin non plus. Éclairez-nous. OK. Un coach de vie, pour moi, ça répond, ça accompagne au niveau d'une résolution de problèmes. Tenter, chercher une solution à une difficulté. Exemple, je ne suis pas bien dans mon milieu de travail. Je suis pas bien dans mon couple.
une réflexion sur une recherche de résolution de problème. Ça va jusque-là? Ça va très bien. Le thérapeute a une connotation plus clinique, si je peux dire, plus soignante. Exemple, j'envisage une rupture, je me sens mal dans ça. Je me sens coincée. Je ne réussis pas à me dégager émotivement de ce que ça me fait vivre. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies à développer? Encore là, pour y trouver plus de confort, pour aller plus dans un sens de ce qui me respecte moi. Alors, connaissance de soi, connaissance de ses besoins, connaissance de développer une vision de soi aussi, être capable d'essayer de se faire une projection de nous, les liens qui nous sont importants, qu'est-ce qui est à préserver. Est-ce qu'on peut passer d'un à l'autre? Je reprends votre exemple. Oui. Imaginons que je vous appelle pour avoir une référence avec le coach de vie parce que dans mon couple, ça ne va pas bien et on cherche une solution. Mais je m'aperçois pendant la recherche que la solution, ce serait que la séparation. Mais vous avez raison de l'apporter parce que ça peut se chevaucher. Hein? Puis là, vous abordez la demande initiale. Quand quelqu'un nous appelle, nous contacte, il identifie au départ un niveau de besoin. Dans l'échange, ça ouvre très souvent sur autre chose, qui est la vie de cette personne-là. Mais son entrée première a été pour un motif. Mais oui, ça peut déborder sur d'autres éléments de sa situation. Alors, c'est ce qui fait que moi, j'ai associé les deux noms ensemble, parce qu'à mon sens, ça peut être complémentaire dans certaines situations. Ce que je retiendrai en bout de piste de notre rencontre qui était formidable, c'est votre capacité à donner l'occasion à chacun de se déposer face à un problème et juste à prendre le temps puis à trouver les solutions. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, merci beaucoup. C'était plaisant pour moi aussi.